Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le JT de l'EDJ. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité riche de ce début de semaine. Bonsoir Victorien. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 3 décembre et au programme de ce journal, la grosse actu de la semaine revient sur les déclarations de Vladimir Poutine qui ménage l'Europe d'une guerre. Du côté local, à Nice, une charte de bonne conduite entre journalistes et candidats au municipal. Et on ira aussi direction le cours Saléa avec cette question. Les marchés vont-ils être bientôt inscrits à l'UNESCO ? En France, le maire de Saint-Étienne condamné pour chantage à la sextape et nous parlerons de la double évasion dans la prison de Dijon. À l'international, Emmanuel Macron en visite d'État en Chine pour appeler Pékin à peser en Russie et nous comprendrons les tensions qui montent entre les États-Unis et le Venezuela. Et enfin, côté sport, nous évoquerons la crise qui traverse l'OGC Nice entre les supporters et les joueurs. Le suspense reste entier en Formule 1 avant le dernier GP et nous terminerons par les résultats de week-end en Ligue 1 et Top 14. Notre grosse actualité de la semaine est dédiée aux récentes déclarations de Vladimir Poutine. En Ukraine, la paix n'est pas encore établie et les récents mots de Moscou n'ont pas permis de progresser en ce sens. Victorien Cosson. Les tensions se sont accrues hier entre la Russie, l'Europe et l'Ukraine après les dernières déclarations de Vladimir Poutine à Moscou. Le président russe assure ne pas vouloir la guerre avec l'Europe, mais affirme que la Russie est prête si les Européens décident d'un affrontement. Il ne supporte pas que l'Ukraine ait modifié le plan de paix américain avec l'aide de l'Europe. Il accuse les Européens de bloquer les efforts de paix américains. À quelle occasion ces mots de Poutine ont-ils été prononcés ? Eh bien, cela s'est passé lors d'une rencontre États-Unis-Russie hier à Moscou. Le président russe a reçu l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. La rencontre a duré près de 5 heures. Le sort des territoires occupés par la Russie en Ukraine a été au programme des échanges. Les discussions ont-elles été productives, Victorien ? Et la rencontre a révélé les profondes difficultés à trouver un compromis qui irait aux deux parties. Vladimir Poutine a maintenu une position ferme. Il exige que l'Ukraine se retire intégralement des territoires occupés, y compris dans le Donbass. Il considère aussi tout accord signé par Zelensky comme inefficace. Il ne reconnaît plus sa légitimité. Vladimir Poutine a confirmé aussi que la Russie souhaite que la Crimée annexée en 2014 soit pleinement reconnue comme territoire russe, y compris par les États-Unis. Si les discussions ont été utiles, selon Moscou, elles n'ont pas permis de trouver d'accord sur les territoires occupés par la Russie en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a fait état de quelques progrès dans les négociations. Et où en est-on sur le terrain ? Et sur le plan militaire, ces propos arrivent au moment où l'armée russe revendique ses plus fortes avancées depuis un an. En un mois, la Russie a pris 701 km² aux Ukrainiens. Moscou revendique la prise complète de Potovsk, ville logistique clé au Donbass, saluée par Poutine comme un succès majeur depuis des mois d'offensive. Kiev dément et affirme que les combats persistent en zone urbaine avec des opérations de recherche et d'assaut en cours. La partie nord de la ville reste sous contrôle ukrainien. Cette ville stratégique relie les routes et les voies ferrées vers d'autres bastions ukrainiens. C'est le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, Victorien. Merci. On passe à la page locale avec vous, Théo Guitoni. Le parquet de Nice a ouvert une enquête. Oui, après la découverte de 126 000 € en liquide dans les bureaux de l'imam Mahmoud Betsamia à la mosquée En-Nour, les enquêteurs vont examiner les comptes et flux financiers au lieu de culte. Une administratrice judiciaire a été nommée pour remettre en ordre la gestion de la mosquée et organiser des élections internes. 2 hommes affirment avoir été séquestrés et violentés dans une boîte de nuit du centre-ville. Le propriétaire du Naya Club House, âgé de 56 ans, est mis en examen pour violence aggravée, séquestration et vol en bande organisée. Il est placé sous contrôle judiciaire pendant que l'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices. 8 ans de prison ont été requis contre Baptiste Valette, ancien gardien du RC Grasse, pour juger pour viol sur une jeune femme de 18 ans en 2019 à Nancy. Le verdict est attendu en début de soirée. Les médecins de la région se mobilisent également, Théo. Oui, les médecins des Alpes-Maritimes se sont donné rendez-vous à midi, place Garibaldi. Ils sont en grève contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale, dénonçant jusqu'à 15% de baisse de revenus et ses conséquences sur les rendez-vous et les investissements. À Marineland, la direction s'inquiète des intrusions répétées près des orques et des dauphins. Depuis janvier, 9 enquêtes ont été ouvertes, les faits étant jugés dangereux pour les animaux et les visiteurs.
Les inscriptions pour le semi-marathon de Nice sont ouvertes. L'événement de 21,1 km sur la promenade des Anglais aura lieu le 19 avril prochain et devrait accueillir 19 000 coureurs. Et si nos marchés devenaient un trésor connu dans le monde entier ? Une pétition vient d'être lancée par Sébastien Betsidoun, ambassadeur des marchés en France, pour qu'il soit présenté au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une initiative qui pourrait emmener encore plus de monde sur le cours Saléya à Nice. C'est un reportage signé Antoine Péné et Victorien Cosson. Comme tous les lundis matins, le cours Saléya vibre au rythme de la brocante. Tombé amoureux des livres dans sa jeunesse, Serge, antiquaire depuis 2 décennies, installe son traditionnel étalage. À maintenant 77 ans, il constate un désintérêt des jeunes. Ça va devenir, et ça l'est déjà, une curiosité pour les touristes. Mais des gens locaux, on en voit de moins en moins. Ou alors ils sont assez âgés. Ça redonnerait peut-être le goût, la curiosité des gens de venir sur les marchés, parce que plus il y a de monde et plus on a des chances de travailler. Malgré une météo capricieuse, les nombreux touristes répondent à l'appel du marché. Retraité canadien, Antoine a spécialement traversé l'Atlantique pour l'occasion. Chaque fois que je viens, c'est un musée qui change à tous les semaines et c'est pour ça que je suis attiré à ce marché. Hein. C'est formidable pour ça. Chaque semaine, ils sont 200 brocanteurs à installer leur étal. Spécialisée dans la bijouterie, Christelle salue un patrimoine niçois déjà bien établi à l'international. Pour elle, pas besoin de reconnaissance auprès de l'UNESCO. Le cours Saléya. Autre chose à présent, un accident dramatique en fin de week-end, Théo. Oui, un jeune randonneur de 25 ans était dans un état critique après une chute de 40 à 50 mètres sur un sentier de Bouillon. Il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital Pasteur II à Nice. A noter également le décès d'un homme d'une 60aine d'années mardi après un malaise à l'arrêt de tram de Libération à Nice. Et côté sport, que se passe-t-il à l'OGC Nice après les incidents de dimanche soir ? Le coach France S devait annoncer sa démission, mais finalement il reste au club. Le directeur sportif Florian Maurice, lui aussi touché par les événements, veut repartir de l'avant avant le match à haut risque contre Angers ce dimanche. Nous revenons en détail sur ce sujet à la fin de ce journal avec la page sport de Thomas Gourdéos. Merci Théo. À Nice, la campagne des municipales démarre fort et surtout d'une façon totalement inédite. Tous les candidats, aux côtés des journalistes, ont signé une charte de respect mutuel pour éviter les dérapages et garantir une campagne plus sereine. Une première en France, à quelques semaines d'un scrutin très attendu, Léa Canet. Ce geste symbolique, il n'arrive pas par hasard. Les premières discussions entre candidats et journalistes ont immédiatement fait remonter une préoccupation, la visibilité. Plusieurs listes, notamment les moins installées, s'inquiètent d'être éclipsées dans le flot d'une campagne locale souvent dominée par quelques grandes figures. D'autres, plus en vue, reconnaissent que les relations avec la presse peuvent vite devenir électriques et qu'un cadre commun n'est pas trop pour maintenir des échanges sereins. Un autre point s'est imposé très vite, les réseaux sociaux. Tous les candidats le disent, c'est là que la campagne peut déraper le plus facilement, les attaques s'y propagent sans filtre, les rumeurs s'y amplifient et en quelques minutes, le ton peut devenir très violent. La charte ne réglera pas ce terrain-là, mais elle rappelle au moins que dans les échanges directs avec les journalistes, chacun doit rester dans un cadre clair et respectueux. Et cette charte, elle contient quoi exactement ? Elle fixe les engagements des deux côtés. Les journalistes promettent de vérifier systématiquement leurs informations, de corriger rapidement en cas d'erreur et d'assurer une couverture équilibrée, surtout dans une campagne où les candidatures sont nombreuses. Les candidats, eux, s'engagent à être accessibles, à transmettre des données fiables et à ne pas manipuler les chiffres sensibles, que ce soit sur la sécurité ou les finances municipales, pour influencer le débat. L'idée, c'est vraiment d'éviter que la bataille électorale ne se transforme en guerre des interprétations. Le Club de la Presse, qui est à l'origine de cette initiative, insiste sur un point, la vitesse. En pleine campagne, tout s'accélère et les journalistes peuvent facilement être pris de court. La charte doit donc servir de garde-fou pour que la vérification ne passe pas à la trappe et pour que les candidats ne profitent pas de cette urgence pour brouiller les cartes. Et tout le monde a joué le jeu ? Oui, et c'est assez rare pour être souligné. À 100 jours du scrutin, toutes les listes ont signé, la majorité sortante, la gauche, la droite, les écologistes, les mouvements citoyens jusqu'aux formations les plus radicales, une photo de famille presque inattendue dans un contexte politique habituellement très fracturé. Reste à voir si cette unité
résistera quand la campagne deviendra plus nerveuse, mais pour l'instant, Nice se donne les moyens de partir sur des bases plus apaisées. Merci Léa. On passe à la page nationale avec vous Théo Guitoni et les dernières informations en France. Oui, et une enquête a été ouverte après l'incendie d'une maison à Neuf-Maisons en Meurthe-et-Moselle qui a coûté la vie à 5 personnes. L'aîné de la famille, âgé de 22 ans, est le seul rescapé et légèrement blessé. Une trace de produit accélérant a été retrouvée sur place, renforçant la piste d'une origine volontaire. Les investigations sont menées par la brigade de recherche de Nancy. Et côté politique, quelles sont les consignes de vote pour les municipales ? Les Républicains ont précisé qu'ils appellent à voter tout sauf la France insoumise au second tour. Concrètement, cela veut dire que si aucun candidat LR n'est présent, les électeurs peuvent voter pour n'importe quel candidat, autre que LFI est compris, pour un candidat du Rassemblement national ou même voter blanc. Laurent Wauquiez considère LFI comme le premier danger pour la République et maintient cette ligne. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Lunès, a déposé plainte contre l'éditeur du jeu de société Antifa, baptisé Fashorama. Le jeu en rupture de stock se présente comme un outil pédagogique pour montrer les visages de l'extrême droite, mais le ministère l'accuse de diffamation envers une administration publique. La campagne de vaccination contre la grippe continue. Près de 10 millions de doses ont été délivrées en 2025, soit une hausse de 16% par rapport à l'an dernier. Les pharmacies ont administré 6,4 millions de doses. D'ici la fin de l'année, jusqu'à 13 millions de doses devraient être disponibles pour couvrir la population, alors que l'activité grippale est en hausse, notamment en Île-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Un violent accident de la route a coûté la vie à 3 jeunes à Alès dans le Gard. Leur voiture a glissé sur la chaussée avant de tomber dans une piscine. Par ailleurs, un homme de 33 ans a été abattu dans une rue d'Échirolles près de Grenoble. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ces drames. Et à Noël, quelles précautions pour les virements bancaires ? Les virements bancaires standards, appelés SEPA, seront bloqués du 25 au 28 décembre à cause de la fermeture du système paiement européen. Cela concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Un virement ordonné pendant cette période ne sera exécuté que le 29 décembre. En revanche, les virements instantanés, comme ceux proposés par Wero, continueront de fonctionner normalement, tout comme les virements internes dans la même banque. Enfin, les députés planchent sur le projet de budget de la sécurité sociale pour 2026. Le gouvernement a exclu l'usage du 49.3 pour l'instant et privilégie le vote malgré les tensions et divisions au sein de la coalition et de l'opposition. Merci Théo. Aujourd'hui, retour sur l'un des feuilletons politico-judiciaires les plus marquants de ces dernières années, l'affaire du chantage à la sextape de Saint-Étienne, un scandale qui a éclaté en 2022, qui s'est amplifié pendant 3 ans et a abouti en 2025 à un procès retentissant. L'affaire commence réellement en août 2022 lorsque Mediapart publie une enquête mettant en cause le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et plusieurs membres de son entourage. Selon leurs révélations, le maire aurait utilisé une sextape tournée à l'insu de son premier adjoint, Gilles Artigue, pour exercer une pression politique sur lui. Les faits remontent à 2014 lors d'une soirée dans un hôtel parisien. D'après l'enquête, Gilles Artigue aurait été piégé par un prostitué recruté pour l'occasion, tandis qu'une caméra installée clandestinement dans la chambre enregistrait la scène. Cette opération aurait été organisée par un élu de la majorité municipale, Samy Kefi-Jérôme. Avec l'aide de son compagnon de l'époque, Gilles Rossary-Langlais, tous deux affirmeront plus tard avoir perçu environ 50 000 € via des subventions municipales, transitant par des associations locales. Lorsque l'affaire éclate en 2022, l'onde de choc est immédiate. Mediapart publie non seulement les témoignages des protagonistes, mais aussi des enregistrements audio dans lesquels on entend Gaël Perdriau et son directeur de cabinet Pierre Gauthieri discuter de l'utilisation de cette vidéo comme moyen de pression. Face aux révélations, la ville de Saint-Étienne s'embrase. Des Stéphanois manifestent, certains envahissent brièvement l'hôtel de ville et les divisions apparaissent au sein même de la majorité municipale. Plusieurs élus demandent la mise en retrait du maire. D'autres préfèrent entendre l'enquête judiciaire. Fin 2022, Perdriau finit par destituer son directeur de cabinet, tandis que Samy Kefi-Jérôme démissionne de toutes ses fonctions. Gaël Perdriau, lui, refuse de quitter son poste, mais est exclu du parti Les Républicains. Pendant ce temps, la justice poursuit son travail. En juin 2025, le procureur de la République de Lyon annonce le renvoi de Gaël Perdriau et de 7 autres personnes devant le tribunal correctionnel. Le procès s'ouvre alors le 22 septembre 2025 avec une large médiatisation. Les prévenus comparaissent pour chantage, détournement de fonds publics et participation à une association de malfaiteurs. Alors évidemment, après tout ça, il reste une grande question, presque la chute de toute cette histoire.
Mais quand est-ce que le tribunal a rendu son verdict et quel est le verdict donné pour Gaël Perdrieux et ses proches? Eh bien, Théo, le 1er décembre 2025, le verdict tombe. Gaël Perdrieux est reconnu coupable de chantage, complicité, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à 5 ans d'inéligibilité avec l'exécution immédiate. Il annonce son intention de faire appel. Samy Kefi-Jérôme et Gilles Rossary-Langlais écopent chacun de 4 ans de prison, dont 3 ans fermes. Pierre Gauthieri est condamné, lui, à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, et les responsables associatifs poursuivis pour abus de confiance sont en revanche relaxés. Cette affaire au croisement du politique, du judiciaire et de l'intime aura profondément marqué la vie locale stéphanoise et laissé des traces durables dans le fonctionnement municipal. Merci beaucoup, Maëlys. À présent, retour sur une affaire qui secoue l'administration pénitentiaire et mobilise toujours les forces de l'ordre. L'évasion spectaculaire de 2 détenus à Dijon. Maria Matoua, vous faites le point sur cette affaire. Sur le papier, tout semblait sous contrôle. 2 détenus au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Dijon, un secteur réputé particulièrement surveillé. Et pourtant, jeudi 27 novembre, peu après 6h du matin, ces 2 hommes parviennent à s'évader dans des conditions aussi improbables que spectaculaires. Ils ont scié les barreaux de leur cellule, puis utilisé de simples draps et des couvertures pour descendre un mur. Un système rudimentaire, mais suffisant pour franchir les barbelés et disparaître dans la nature, malgré les précautions renforcées autour d'eux. À l'heure actuelle, Maria, que savons-nous des 2 fugitifs Eh bien, les 2 profils sont très différents. Le premier, 32 ans, est impliqué dans un dossier de violence habituelle et aggravée contre sa conjointe, une affaire instruite à Besançon. Le second, 19 ans, est un nom déjà connu des enquêteurs car il a été soupçonné d'avoir été envoyé en mission pour exécuter ce qui s'apparente à un contrat criminel, un fugitif considéré comme extrêmement dangereux. La cavale, elle, n'aura pas été la même pour les 2 hommes. Le détenu de 32 ans est retrouvé dès le lendemain, vendredi, après seulement 24 heures de fuite. Repris, mis en examen, replacé en détention provisoire, puis transféré dans un autre établissement pénitentiaire loin de Dijon. Mais le second, lui, échappe toujours aux forces de l'ordre. Dimanche, une vaste opération du RAID est menée à Besançon, dans un quartier sensible où il avait été repéré. Une trentaine d'effectifs mobilisés, mais le fugitif reste introuvable. Avec cette opération, Maria, est-ce que les enquêteurs ont tout de même pu avancer dans leurs recherches ? Effectivement, cette opération aura tout de même permis une interpellation, celle d'un habitant de 19 ans, proche du jeune évadé et ancien codétenu. Il est désormais en garde à vue pour complicité d'évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. La veille, une femme de 25 ans, présentée comme une complice présumée, avait déjà été mise en examen. C'est elle qui aurait pris les 2 évadés dans son véhicule juste après leur fuite. Elle aussi a été placée en détention provisoire. Merci beaucoup, Maria. Passons maintenant à l'actualité internationale avec tout d'abord Emmanuel Macron en déplacement officiel en Chine, Victorien. Oui, Emmanuel Macron est arrivé aujourd'hui à Pékin pour une visite de 3 jours en Chine. Le chef de l'État est accompagné par 6 de ses ministres et par 35 patrons de grands groupes français. Il espère convaincre son homologue Xi Jinping à peser sur la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu en Ukraine. En Algérie, 10 ans de prison ont été requis en appel contre le journaliste français Christophe Glaise, collaborateur des magazines français SoFoot et Society. Il est notamment accusé d'apologie du terrorisme. Il lui est reproché d'avoir échangé avec le responsable d'une organisation classée comme terroriste par les autorités algériennes. Deux Irakiens ont été arrêtés en Allemagne. Oui, ils sont soupçonnés d'appartenir à l'État islamique. Mardi, la police fédérale a procédé à 2 arrestations simultanées, une à Trèves et l'autre à Delbrück. Les 2 hommes ont été placés en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir fait partie de l'organisation en 2016 et 2017. En Bulgarie, le gouvernement a retiré son projet de budget 2026. Hier, une mobilisation massive a secoué le pays pour dénoncer le texte. Une nouvelle procédure va être déclenchée pour élaborer un budget alternatif. Le Premier ministre bulgare a exclu toute démission du gouvernement. Il invoque le besoin de stabilité à l'approche de l'entrée du pays dans la zone euro le 1er janvier prochain. Le climat qui fait des siennes maintenant aux États-Unis et en Indonésie. Aux États-Unis, de fortes intempéries perturbent le trafic aérien et routier. La première tempête du nord-est de la saison a apporté de fortes chutes de neige sur le Midwest et le nord-est. Plus de 5300 vols ont été impactés par ces intempéries. Environ 45 véhicules sont même rentrés les uns dans les autres sur une route enneigée dans l'Indiana. Catastrophe en Indonésie, plus de 700 morts confirmés et plus de 475 disparus
1,1 million de déplacés. C'est le bilan des inondations et des glissements de terrain qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra. La population fait maintenant face à une flambée des prix et à un risque de famine et de crise humanitaire. Merci beaucoup Victorien. Entre le Venezuela et les États-Unis, la tension franchit un nouveau cap. Les démonstrations de force se multiplient dans les Caraïbes et le spectre d'un affrontement armé inquiète la communauté internationale. Marie, vous revenez sur les dernières informations. Se dirige-t-on vers une guerre entre les États-Unis et le Venezuela ? La question se pose tant la situation est hors de contrôle. Dimanche dernier, Donald Trump demandait à son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro, de quitter le pouvoir et son pays. L'ultimatum n'a pas pris. Maduro, dirigeant de la gauche radicale, apparaît encore en place. Il danse même la salsa, son pas de danse favori, sur scène le 2 décembre. Un pied de nez au président américain assurément, mais qui n'est pas pour régler la situation. L'espace aérien du Venezuela est toujours fermé, sauf sur certaines zones, annonce des États-Unis. Mais est-ce que ça ne serait pas de l'ingérence de la part des États-Unis ? Eh bien, c'est l'autre question qui se pose. Le Pentagone, via cette demande, ferait preuve d'ingérence, c'est-à-dire qu'il souhaiterait gérer la situation politique d'un pays étranger. Mais c'est là qu'il faut être encore un peu plus attentif. Il se passe que le président vénézuélien, Maduro, est accusé par le gouvernement Trump d'être le dirigeant d'un cartel de drogue. Ce réseau se nommerait le cartel de Los Soles, une organisation qualifiée de terroriste aux États-Unis. Maduro en serait donc le chef, une situation qui reste à vérifier, pour l'instant rien ne le prouve. Et plus encore, rien ne prouve l'existence réelle de ce cartel portant ce nom-là. Mais si c'est bien le cas, alors les États-Unis auraient plus de droit à agir. Ils lutteraient contre le narcotrafic. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer cette zone de flou autour de ce qui s'est passé le 2 septembre dernier ? Eh bien, c'est ce qui semble être le cas. Pour rappel, le 2 septembre dernier, les États-Unis ont attaqué des navires vénézuéliens, comprenant à leur bord, d'après les sources données, des trafiquants de drogue. Mais ce qui trouble encore plus dans cette affaire, c'est l'ordre qui aurait été donné par le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth. Lors de cette attaque, 2 survivants d'un bateau en feu auraient été exécutés sur son ordre. Une demande qui n'émanerait donc pas de Donald Trump lui-même, mais qui aurait tout de même été validée par ce dernier. Aussi, pour certains observateurs, le journal du Washington Post en premier, il s'agirait d'un crime de guerre. Depuis le début de ces opérations, qualifiées d'anti-drogue, un peu plus de 80 morts sont à dénombrer. Et c'est même le Congrès des États-Unis qui se questionne désormais sur la légalité de ces actions. Alors est-ce qu'on peut craindre un embrasement ? Eh bien, d'après les spécialistes, un embrasement, par exemple, via une invasion terrestre, reste peu probable. La dernière fois que les États-Unis s'y sont essayés, c'était en Afghanistan et en Irak. Des mauvais souvenirs pour les Américains. D'après un récent sondage de la chaîne CBS News, ils sont 70% à dire non à une guerre au Venezuela. Il faudrait plutôt y voir de la part des États-Unis une stratégie de guerre psychologique, une mise sous pression de ce pays, le Venezuela, que l'on connaît comme pauvre mais riche en pétrole, pauvre mais l'une des plaques tournantes du narcotrafic dans le monde. Le conflit persiste donc, et il n'y a jamais eu autant de présence militaire américaine aux Caraïbes que depuis la crise du Cuba en 1962. Merci Marie, il est l'heure de la rubrique sport avec vous Thomas Gourdéos. En Formule 1, la fin de saison approche, il ne reste plus qu'un Grand Prix avant de connaître le vainqueur de la saison. Cette fin de saison est remplie de suspense puisque 3 pilotes peuvent encore gagner le championnat lors du dernier Grand Prix. Il se déroule aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi ce week-end. La course au titre est très serrée entre Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri, qui sont respectivement premier, deuxième et troisième. Dimanche, nous connaîtrons l'identité du vainqueur. Comme on parle de sport automobile, je voulais également revenir sur la victoire de Sébastien Ogier en rallye. Il égale Sébastien Loeb avec 9 victoires. Le Français a remporté 9 titres mondiaux entre 2012 et 2025. En rallye, depuis 2004, les deux Français ont gagné 18 titres mondiaux sur 22 possibles. Une belle prouesse pour le sport automobile français. À présent du rugby et du foot, faites-nous un point sur les résultats et le calendrier Thomas. En rugby, le Stade Toulousain est toujours leader du top 14. Ils se sont imposés samedi 48-24 face au Racing 92. Pau et Toulon complètent le podium. Les deux équipes se sont imposées à domicile. En revanche, c'est très compliqué pour Perpignan et Montauban qui sont très largement distancés. Vendredi, samedi et dimanche, on retrouve la Coupe d'Europe pour les clubs français.
Du côté des grosses affiches, Clermont se déplace sur la pelouse des Saracens et Bordeaux se déplace en Afrique du Sud pour affronter les Bulls. En foot, le PSG s'est incliné à Monaco, l'OM a concédé un match nul contre Toulouse et Lens s'est imposé face à Angers. Au classement, Lens devient leader de Ligue 1 juste devant Paris et Marseille. Vendredi à 21h, les Marseillais se déplacent à Lille. Les Lensois jouent sur la pelouse de Nantes samedi à 17h et les Parisiens reçoivent Rennes à 21h. À Nice, c'est le chaos. Thomas, expliquez-nous la situation en commençant par le contexte. Les Aiglons restent sur 6 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Ils figurent 10e de Ligue 1 et dernier d'Europa League avec 0 points. Un bilan catastrophique qui a poussé les supporters à réagir. Ces derniers s'en sont pris aux joueurs niçois. Jérémy Boga et Terem Moffi ont été agressés par certains supporters et ont porté plainte contre X. Les deux joueurs ne souhaitent plus jouer sous les couleurs de Nice. De son côté, le coach Franquès veut tout de même rester à son poste pour essayer de sortir le club de l'eau. Son contrat court jusqu'en 2029 et il est très apprécié par les supporters et ses dirigeants. L'entraîneur a déclaré à l'équipe qu'il voulait continuer avec des joueurs qui souhaitent se battre pour le club. La situation à Nice est très tendue ces derniers temps. Faites-nous maintenant un tour des sports et des dernières actualités sportives. En foot féminin, les Françaises terminent 3e de la Ligue des Nations grâce à leur victoire face à la Suède en prolongation. Côté handball féminin, les qualifications pour la Coupe du Monde 2027 se poursuivent et les Françaises ont terminé première de leur poule en phase préliminaire. En basket, c'est très compliqué pour les Français qui se sont inclinés face à la Finlande lundi pour les qualifications à la Coupe du Monde 2027. Les Bleus sont 3e de leur poule. Il y a également le retour du biathlon à suivre sur la chaîne L'équipe avec la Coupe du Monde qui se déroule en Suède. Côté rugby, le tirage au sort pour la Coupe du Monde 2027 a eu lieu ce matin. La France a eu un tirage plutôt clément. La poule est composée du Japon, des États-Unis et des Samoa. Un autre tirage au sort, cette fois-ci en foot, celui de la Coupe de France. Le PSG et l'OM ont hérité d'un bon tirage avec des clubs de division inférieure. De son côté, Nice affrontera Saint-Etienne, un énorme choc pour les 32e de finale, surtout que l'on connaît la situation actuelle du club azuréen. Merci beaucoup Thomas. On passe maintenant à la météo avec vous Théo. Oui, et une bonne nouvelle, demain le soleil revient malgré quelques nuages. À Nice et Menton, 10 degrés le matin et 14 l'après-midi. Vendredi, grand soleil parti, quasiment pas de nuages, 8 degrés le matin jusqu'à 16 l'après-midi. Samedi, le ciel sera voilé le matin, 8 degrés dans l'arrière-pays, 15 degrés sur le littoral. Dimanche, le ciel sera couvert tout au long de la journée. Côté température, 9 à 16 degrés sur le littoral. Merci Théo, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, place à Club EDJ avec Enzo Puren et toute son équipe. Merci à tous nos chroniqueurs, à la régie, à notre photographe. Bonne soirée et à la semaine prochaine.